Bonsoir à tous, bienvenue à ce meet-up. Je m'appelle Grégoire Hébert et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je travaille chez Les Tilleuls et j'interviens en tant que coach, architecte et lead dev sur des projets orientés API, e-commerce, parfois un peu les deux. Et puis à côté, je passe mon temps à satisfaire ma curiosité. Alors, des fois, je vous transmets un peu le fruit de ma recherche sur mon blog ou sur celui des Tilleuls, ou comme ce soir, là, pendant une conférence. Alors, ce soir, ensemble, on va faire deux choses. En fait, on va apprendre un truc ou deux, et puis je vais changer un truc dans votre tête aussi. Un truc qui m'aide tous les jours, et que j'espère qu'il vous aidera aussi. Alors, dans le chat, est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de l'effet Dunning-Kruger? Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Si jamais vous avez un moment de doute et vous vous dites non mais je suis trop nul, je mérite pas, je suis un imposteur, je fais croire que je sais mais en fait je sais rien, enfin voilà, tout ça, en fait ça porte un nom, et c'est l'effet Dunning-Kruger, et c'est cette courbe là. Alors il y a un moment où, en fait c'est un peu comme un barrage électrique, hein. On a un flux d'eau contrôlé en bas, et puis d'un coup le barrage il lâche, on a franchi le seuil de quantité de connaissances qu'on est capable d'absorber instantanément, et on se sent submergé en fait, et sous ce poids, on ressent une culpabilité, parce qu'on se dit mince, je me vendais comme un connaisseur alors qu'en fait, je connaissais 15%. Je suis une fraude en fait. Mais ce que vous saviez pas à ce moment-là, peut-être, c'est que vous saviez pas que vous n'aviez accès qu'à 15%. Vous pensiez que c'était à 100%. Du coup, on rentre dans cette courbe en fait, quand on réalise ça. Cette grosse chute là. Et si ça vous le fait à vous, en fait, on va corriger ça maintenant. On va parler d'API REST. Alors une API REST, c'est quoi? Je vais partir d'une définition qui m'a été donnée il y a quelques semaines. Et voilà, la personne me dit, c'est un service web, jusque-là, pas de surprise, qui permet de manipuler des données. Ouais. Et pour faire une action, je peux ajouter, modifier, supprimer. Je vais envoyer en poste ce que je veux faire sur une route dédiée à cette action. Ouais. Grosso modo. Bon, là, sur la courbe de Dunning-Kruger, on est quelque part par là. On est au tout début. Ensuite, il y a une autre personne qui a répondu à ça, qui a voulu réagir, et qui m'a dit non, enfin, pas tout à fait, tu peux, enfin, il faut même utiliser des verbes HTTP. En fait, plutôt que d'avoir une route pour chaque action, ça peut être la même route, mais un peu de logique, et tu vas rajouter le verbe post, le verbe put, le verbe delete, voilà, pas juste post. Du coup, là, on commence à s'élever un petit peu plus. Donc, il y avait une personne qui savait, une autre personne qui sait, mais elle sait un peu plus. Donc là, on est monté un petit peu dans la courbe. Finalement, c'est plutôt dans cette ligne droite, on n'est pas encore tout en haut. Euh, il y a quelques années, j'étais là aussi, moi, hein, j'étais dans mon petit manège, en train de monter tranquillement, sauf qu'on m'a pas dit qu'il y avait une grosse descente derrière, en fait. Et du coup, il y a un jour où j'ai rencontré Kevin Dinglas, et il m'a mis une bonne tape dans le dos, roule, et je me suis retrouvé tout en bas. Alors, il n'y a pas de raison, aujourd'hui, c'est moi qui vais mettre la tape dans le dos, je me fais partager, sympa. Du coup, on va remonter un peu le temps, pour mieux comprendre le reste, hein. Et on va se retrouver d'abord en 45. Alors en 45, on sort de la Seconde Guerre mondiale, d'accord. Et puis je vais vous présenter ce monsieur, là, juste au milieu, Vannevar Bush. C'est un ingénieur, alors c'est un des cerveaux qui a grandement aidé dans les méthodes de communication de l'armée américaine, voilà, de cette époque-là. En tout cas, on dit que c'est une des clés de la victoire, il est une des clés de la victoire des États-Unis d'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et son travail, il est la principale source d'inspiration de l'informatique moderne. Certains vont même aller jusqu'à le comparer à Einstein dans son domaine. Sachant que les deux se connaissaient, hein, puisque Vannevar Bush il a participé au projet Manhattan lui aussi. Alors, ce qui va nous intéresser, plutôt, c'est ses recherches sur l'accessibilité des données. Dans ses premières réflexions, il a imaginé un système de microfilm. Bon, c'était la technologie en vogue, hein, on se souvient des James Bond. Et puis, sur le bas des microfilms, il fait des petits poinçons. Donc, où la lumière va passer à travers ces petits trous,
Et avec un capteur photosensible, on va détecter le pattern, donc ça fait une correspondance, et le rouleau va s'arrêter en disant ah bah c'est ça que tu recherches. Donc c'était plutôt une bonne technologie, hein, même pour l'époque, et du coup ils proposent ça aux services secrets dans le but de trier les empreintes digitales. Alors évidemment les services secrets ont eu du flair, puisqu'ils ont trouvé que c'était n'importe quoi et ils l'ont envoyé péter. Autant dire qu'ils n'ont pas de flair en fait. Mais bon, ça le décourage pas, il s'arrête pas dans son élan, il va améliorer son outil, et dans la même idée, il va concevoir un bureau en bois, un espèce de gros bureau de mamie là. Il reprend ça la même techno, sauf qu'il va ajouter des moyens de contrôle, une espèce de manette, des boutons poussoirs, tout dans tous les sens, pour se déplacer dans un document, droite à gauche, nouvelle page, etc. Et surtout, en bas, il va rajouter des références à d'autres documents. Comme ça, il n'y a plus besoin de dupliquer des parties de texte quand on a besoin de faire référence, je sais pas moi, aux zèbres d'Afrique du Sud. Là, si je veux des trucs sur le zèbre de l'Afrique du Sud, c'est tout. Je dis que je veux faire pointer cette référence, et du coup, son machin, il va aller chercher le rouleau de microfilm qui va bien, il va le placer, et puis il va me sortir le truc que je voulais à la bonne page sur le zèbre de l'Afrique du Sud. Et il faut être honnête que se promener avec un sac de microfilm, c'est quand même plus simple que l'encyclopédie Larousse au complet. Bon, ça reste juste hypothétique. Il le construira jamais vraiment. Mais il en a fait des plans. Et il y a d'autres trucs. C'est que dans ces moments de réflexion, Van Neverbush, il va se dire que l'homme, il fait des efforts monstrueux pour faciliter, améliorer ses capacités, genre des outils, des machines, hein, notamment pour le physique. Il va penser à des lunettes, des microscopes ou des télescopes pour la vision. En fait, plein d'innovations, sauf que pour le cerveau, que dalle. Mémoire, la pensée, rien. Du coup, il va se projeter et il va imaginer un futur avec des objets qui seraient l'ancêtre de l'ordinateur. Alors, on vient de le voir, ça fait partie de ses recherches. Alors, ça fait ce que vous avez à l'écran, là, c'est As We May Think. Donc, c'est un document qu'il a rédigé après avoir pensé à son outil, à son bureau. Là, ça s'appelle le Memex, le bureau qui est là. Et puis, voilà, il va rédiger tout ça, et donc c'est ce qui va lancer ses idées et qui va le faire connaître énormément pour l'informatique. Donc ce Memex, là, le bureau qu'on vient de voir, en gros, c'était le fait de... Enfin, la technologie qu'il faut retenir, c'est le fait de relier deux ressources d'information entre elles, pour y accéder, et puis pour naviguer de l'une à l'autre, sans avoir vraiment la connaissance de son existence au préalable, en fait. Donc cette mécanique, comme ça, c'est ce qu'on appelle, à ce moment-là, déjà, l'hypertexte. Alors on voit que c'est pas tout à fait la même chose que l'hypertexte d'aujourd'hui, mais on s'en rapproche fort quand même. C'est cette mécanique hein, qui va inspirer le web. D'ailleurs, ça va inspirer pas que le web de manière générale, mais ça va inspirer un mec qui s'appelle Ted Nelson, et puis plus tard qui va aussi inspirer Tim Berners-Lee, mais ça je vais y revenir en fait. Alors si j'avance un peu dans le temps, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce truc là? Du coup ça, c'est le premier satellite russe, de l'URSS, et c'est Sputnik. Donc là on avance un petit peu, on est en pleine guerre froide, on a un bon risque nucléaire qui agit comme une véritable épée de Damoclès sur les États. Et à l'époque, on a l'ARPA, qui est un organisme financé par l'État américain, et il effectue de la recherche dans tout un tas de domaines. Alors à cette époque, l'ego des Américains, il est complètement piqué par l'avancée technologique sur l'espace, en tout cas des chercheurs de l'URSS. Ce qui fait que la majorité du financement est complètement dédiée à la conquête de l'espace. Alors 2 années plus tard, les avancées elles sont beaucoup trop lentes, les recherches sont parasitées par tous les autres sujets de l'ARPA, et c'est à ce moment-là qu'on voit une séparation. C'est-à-dire qu'on assiste à la naissance de la NASA, et presque tout le budget de l'ARPA, il est déplacé vers la NASA. Alors il faut se rendre compte que depuis des mois, voire des années, les équipes elles se concentrent sur la conquête de l'espace, et d'un coup on leur dit « Salut les gars, on vous enlève 90% de votre mission, puis de votre budget. » Il va falloir revoir tout ça et recentrer vos compétences. Et alors, à ce moment-là, on est dans une période nucléaire, et le nerf de la guerre, après l'argent, c'est la communication. Faut s'assurer qu'en cas de bombardement, on puisse toujours échanger. C'est de cette réflexion en fait que sont nées les technologies qu'on utilise encore aujourd'hui, toutes les technologies de réseau. D'ailleurs, je vais vous montrer un schéma que vous avez probablement déjà croisé. C'est ce schéma.
Alors lui, d'ailleurs vous l'avez probablement croisé, que ce soit dans mon bouquin ou même dans d'autres articles de blog, de façon plus ou moins stylisée. Et donc c'est un travail qui est issu du travail oui, c'est issu du travail de Paul Baran. Il est sorti en août 64 pour l'Air Force. D'ailleurs, je vous invite à lire ce truc-là, c'est assez intéressant. En fait, Paul Baran, c'est un chercheur, hein, c'est un ingénieur, et à l'époque, donc il travaille sur les réseaux informatiques et il invente le principe du packet switching, entre autres. Enfin, il est connu pour ça, surtout. Je vais pas aller beaucoup plus loin, mais c'est une super époque, c'est hyper passionnant, parce qu'en fait, il y a tout à créer à ce moment-là. Et puis, sur toute la partie, pour le schéma, là, toute la partie décentralisation, bah, Kevin, juste après, va en parler. Du coup, je vais éviter de trop en dire. Mais bon, bref, toujours est-il que c'est avec cette succession d'événements qu'on a les balbutiements d'Internet, alors ARPANET plutôt, qui surgissent. Ouais. Ensuite, on a un autre domaine qui va influencer le reste, bah, c'est la biologie, et particulièrement l'étude de la mémoire. Dans les années 70, on a des chercheurs qui vont identifier environ 6 manières de gérer la mémoire, chacune dédiée à une zone spécifique du cerveau, et alors celle qui va nous intéresser aujourd'hui, bah, c'est la mémoire sémantique. Le rôle de cette mémoire, ça va être de définir et d'associer les choses entre elles, enfin, de donner du sens à nos connaissances. Alors cette mémoire, elle est organisée en graphes, comme on peut le voir là. Donc là, en l'occurrence, c'est une représentation descendante, hein, mais bon, peu importe. Et donc voilà, je vais avoir un élément en haut, puis ensuite je vais repartir sur le côté pour donner des propriétés aux éléments que je vais afficher. Voilà. Donc plus je vais aller en profondeur, plus je vais représenter la difficulté, si on veut, avec laquelle notre cerveau il va pouvoir retrouver les choses. Là, dans cet exemple de graphe, si je vous parle d'un oiseau, en fait, on va plus facilement, là, le premier lien, penser à un canari que le dernier, une autruche. Puis après, on va avoir d'autres branches parce on va penser à d'autres catégories, d'autres critères, etc. Et donc, les scientifiques, ils s'amusent à mesurer tout ça. Hein. Ils se disent, bah, si on veut voir si deux éléments sont proches, il suffit que je parcours des branches, puis je remonte, etc. On va avoir des distances qui vont se cumuler. Et puis ils vont essayer de rendre ça mécanique, hein, puis de rentrer ce même système dans un ordinateur. Et du coup, pour un ordinateur, c'est assez facile de dire qu'un canari, c'est un oiseau, mais il y a des associations, le cerveau, il va encore plus vite que la machine pour l'instant. On n'a pas réussi à faire aussi puissant. C'est typiquement pour faire des rapprochements du style de dire qu'un hélicoptère Apache n'est pas un oiseau. Voilà, ça, le cerveau c'est instantané, mais la machine c'est un peu plus dur. Bon, d'ailleurs, si c'est un domaine qui vous intéresse, y a un super projet qui existe qui s'appelle Ontologenius, qui s'appuie sur ça, et puis d'autres systèmes de graphes qui vont avoir rapport avec ce que je vais dire après d'ailleurs, mais qui est top. Oui, c'est un projet français d'ailleurs. Ok, alors du coup, si je veux prendre un extrait de branche là, je prends juste un petit bout, machin, et en fait, je pourrais le représenter de manière un peu différente, mais ce serait avec ce triplet là. Un sujet, un prédicat qui me donne la raison du lien entre les deux, et puis un autre objet derrière. Alors si vous avez déjà creusé cet exemple-là en particulier, puis vous sentez un petit peu le subterfuge arriver, c'est que votre esprit il est déjà bien aiguisé, et puis que, de toute façon, vous savez, je vais revenir là-dessus. Dans les années 80, on a ensuite Sir Timothy John Berners-Lee qui arrive, et dans les années 80, alors attention, hein, la photo, c'est une photo récente, hein, ça c'est pas dans les années 80, je sais pas à quoi il ressemblerait sinon aujourd'hui. Et à cette époque, il travaille pour le CERN, le Conseil européen de la recherche nucléaire. Et en 84, il obtient l'autorisation de travailler sur un système hypertexte, donc on retrouve le mot-clé de Vannevar, hein, distribué. Un système qui permet de choper des infos entre elles, et de manière distribuée. Alors en fait, il va reprendre le principe de l'hypertexte de Vannevar-Bush, là, et puis en fait, il va juste le juxtaposer avec le principe de TCP et de DNS. Alors pendant ces quelques années de recherche, il va créer des technos, donc il va créer la technologie HTTP, il va créer du coup pour le transport, HTML pour représenter les infos, URI, comme ça il va pouvoir non seulement identifier mais aussi aller récupérer l'information. Je ne vous fais pas l'affront d'aller expliquer plus en détail. Et puis qu'est-ce qu'il va inventer ensuite ? Après il va inventer le WWW, hein, le World Wide Web. Donc là évidemment, hein, dans le chat, allez vous me dites, c'est facile, World Wide Web c'est
pas Internet, mais le premier navigateur web, voilà, raté. Ceux qui ont répondu à Internet, et pas punition, évidemment, parce que ça, c'est le World Wide Web qui s'appelle Internet, ça sera après. Alors du coup, punition. Vous me récitez ensemble, allez, on est parti. Le psaume suivant. Position. Notre programme, qui est en mémoire. Que ton nom soit appelé, que ton operating system tourne, que ton exécution de production soit identique au développement. Donne-nous nos logs quotidiens. Pardonne-nous de notre duplication de code. Pardonne ceux qui dupliquent notre code à leur insu. Ne nous conduis pas à la frustration, mais délivre-nous des go-to. Au nom du bel algorithme, de la compilation et du résultat, bouclant à jamais, return. Au nom du compilateur et de l'assembleur, amend. Alors tout ça, ça a pris du temps. Et ça s'est pas fait en quelques semaines, parce que son travail sera présenté en 89. Et la proposition, elle fait état des problèmes de perte d'informations, elle suggère des solutions basées sur un système hypertexte distribué, donc plein de mots hyper vagues. Alors, il rajoute des mots-clés sur son document, hypertexte, ordinateur qui discute, récupération des documents, gestion des informations. Alors évidemment, il balance ça au CRN. Comme ça. Alors nous, déjà nous, c'est un peu compliqué, un peu vague, on commence à comprendre maintenant, à force de travailler avec. Mais alors moi, ce que je trouve top, c'est la petite inscription au-dessus, là, dans le document du CERN, c'est vague but exciting. S'il savait que le truc gouverne le monde aujourd'hui, il serait fou. Bref. Et alors tout ça, du coup, c'est inspiré du travail de Ted Nelson, qui lui-même s'était inspiré de Vannevar Bush. Sauf que il a fait plus vite que Nelson. Après, il va former le World Wide Web Consortium, le W3C. Et une fois qu'il aura mis toutes ces technologies en place, faut cadrer. Je vais revenir un peu là-dessus d'ailleurs. Mais bon, en gros, ouais. On a des technos, ça peut marcher, mais sauf que être capable de communiquer, c'est bien, mais si on donne pas de sens aux informations, c'est juste du bruit en fait. Du coup, dans les années 2001, donc on est une grosse dizaine d'années après, va naître le web sémantique. Et les ontologies, d'ailleurs, avec, d'où le mot ontologenius, ontologie, la référence, avec RDF. Et le but, ça va être de définir des concepts, des relations entre les choses, à l'aide d'une structure, puis d'un vocabulaire. Donc, la structure de mémoire qu'on a vue tout à l'heure, voilà, on va essayer de la reproduire, mais à l'échelle de nos documents, du web, en fait. On va essayer de reproduire notre cerveau à l'échelle du web. Alors, comment ça se présente ? Comme tout à l'heure. Une simple abstraction peut ressembler à ça. En fait, c'est le même. Bon, je triche un peu, en fait, j'ai pris celui du web pour représenter celui du cerveau de tout à l'heure, mais bon, l'idée, elle est là. Et bon, voilà. Et du coup, si je prends une plus grosse représentation, alors c'est pareil, c'est un truc qui est assez connu, vous l'avez probablement déjà croisé, et on a une définition de relation entre plusieurs personnes. On a Bob au centre, ici, qui connaît Carole, elle-même, elle connaît Bob, elle connaît Alice aussi. Alice, elle connaît Bob, mais Bob, par contre, il connaît pas Alice. Ensuite, si je me concentre un peu sur Bob, je vois qu'il a un nom, Robert, et qu'il est né le 3 octobre 80 à Oviedo. Alors, je peux voir d'autres trucs dans ce graphe. Je peux voir que j'ai les préfixes XSD, DBR, schéma. En fait, ce sont les vocabulaires qui sont utilisés et définissent chacun des éléments. Parce que alors, moi, en tant qu'être humain, c'est facile de comprendre ce que je suis en train de lire. Je peux faire des rapprochements, faire des associations. Mais bon, la machine, je dois le faire pour elle. Du coup, on va utiliser des vocabulaires qui vont définir les mêmes choses à chaque fois. Donc RDF, c'est une abstraction, c'est une vue de l'esprit qu'on peut représenter. Alors là, c'est une représentation qu'on a sous nos yeux, cette forme de graphe, mais il existe d'autres formats, notamment celui-ci, le JSON Link Data. En fait, c'est avec ce genre de mécanique qu'on va rendre le web interopérable, découvrable, qu'on va rendre le web d'aujourd'hui en fait. D'ailleurs, si je zoome un peu sur le schéma, en fait, on voit les alias là, des vocabulaires. On retrouve le DBR, le schéma, etc. En fait, ça fait référence à un site web à côté. Voilà, et dans ce site, c'est un dictionnaire, si on veut, du vocabulaire, voilà, de tous ces mots, de ces définitions, de ce qu'on peut retrouver dedans. Quelle tronche les données doivent avoir, qu'est-ce que ça représente exactement pour un être humain, voilà, ce genre de choses.
Du coup, on va se retrouver dans les années 2000, voilà, plus ou moins dans ce même temps-là, et en fait, si on a le web sémantique, etc., dans les années 2000, 2001, je crois, en fait, le reste, lui, il est né en 2000. Enfin, il est né en 2000. Il est né, la thèse sur REST, elle est née en 2000, elle sort en 2000. Bon, en réalité, c'est le fruit d'un travail qui a débuté, mais genre 6 ans plus tôt. Il est né avec Roy Thomas Fielding. Roy Fielding, bah, c'est ce monsieur-là. Alors, qui est-ce Ce monsieur, il a dirigé la fondation Apache, et il a conçu les premiers serveurs web. Il a surtout travaillé conjointement avec Tim Berners-Lee pour concevoir avec lui le web en fait, puisqu'il il a conçu HTTP dans sa version 1.1 et la spécification URI. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que son papier, sa thèse, elle explique que REST est un style architectural, que c'est un concept avec des règles et des contraintes, et que le REST, il n'est pas apparu après le web en fait. C'est plutôt l'inverse. C'est que le web, c'est une implémentation de ce style. Mais je vais revenir là-dessus. Du coup, on est en 94, on est 6 ans avant la publication de la thèse. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de la lire, parce qu'elle est pas super longue, et puis il existe des traductions, mais en français. Du coup, pas trop d'excuses. Du coup, je digresse, la thèse, elle est sortie il y a 6 ans, enfin en 94. Le web, il est moins complexe qu'aujourd'hui, et le problème, c'est qu'on manque d'infos. On n'est pas, à ce moment-là, en capacité de savoir s'il y a du cache, s'il y a du proxy, si... En fait, on ne connaît pas les intermédiaires. On doit toujours supposer qu'on est en connexion directe avec le serveur. En plus, à cette époque-là, du coup, Internet, ça commence à faire 4 ans, quand même que ça existe, donc ça décolle. Et le monde entier s'accapare la techno. Et les gens, ils se disent, mais c'est trop bien. Patrick, regarde ce truc, Internet, mais c'est trop bien. Ouvre le Minitel, dépêche-toi. Envoie un message à Michel, dis-lui, vas-y. Comment ça, t'as pas payé? T'as pas payé le téléphone? Non mais c'est n'importe quoi, on est une techno qui est de ouf là, t'es Internet. En plus c'est gratos le truc. Quoi? Faut payer pour Internet? C'est des putains de capitalistes, ils ont refait Minitel en mieux. Bref, quand on a ces gens qui se disent ça, ça veut dire argent, ça veut dire des objectifs financiers, ça veut dire de la pub, ça veut dire qu'il faut vendre, ça veut dire qu'il faut exploiter le truc le plus vite possible pour pas se faire niquer par un concurrent, et qui dit qu'il faut aller vite, dit que c'est bordélique. Du coup, quand ça décolle comme ça, faut cadrer en fait. Faut mettre un peu, solidifier un peu l'archi d'internet, du web en fait. Sauf qu'il faut pas tout péter non plus. Du coup, le boulot de Roy Fielding à ce moment-là, c'est de travailler de concert avec Tim Berners-Lee et d'élaborer le futur du web. Alors de quoi on a besoin? Je vais couper ça parce que ça m'énerve. Hop. Voilà. De quoi on a besoin? On a besoin d'un web en fait qui doit être facile d'usage, avec une interface utilisateur hypermédia. Donc, alors hypermédia c'est un peu compliqué comme terme si vous l'avez jamais rencontré. En gros, ça veut dire que je peux me promener d'une ressource à l'autre sans connaître les liens qu'ils peuvent avoir entre eux, ni les actions que je peux avoir entre elles au préalable. C'est ça que ça veut dire hypermédia. C'est-à-dire que je découvre les capacités de la ressource au moment où j'y ai accès. Un peu comme Internet en fait, quand on se balade sur un site, on se pose pas la question comment je vais d'un site à un autre. On clique, on y va, on s'y retrouve, etc. Enfin, voilà, c'est devenu assez naturel. En fait, hypermédia, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, on a un protocole simple, du coup, pour gérer des autorisations. Enfin, on a besoin d'un protocole simple pour gérer des autorisations et des transferts de données. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit réutilisable et extensible. Du coup, le système hypermédia, là, dont je viens de parler, ça doit être forcément centré sur les données, ça doit être performant, et puis surtout, ça doit être distribué. Ça ne doit pas pouvoir tomber à n'importe quel moment. Ça ne doit pas être fermé à l'extérieur, ça veut dire que n'importe quelle organisation, elle doit pouvoir ajouter un élément, on va pouvoir rajouter notre pierre à l'édifice au milieu de chaque truc, donc il faut que ça sous forme de module, il faut que ce soit extensible, on doit pouvoir rajouter des trucs, portables, donc ça doit marcher partout, évolutif, faut pas non plus qu'on se dise merde, faut tout péter pour rajouter des fonctionnalités, c'est chiant. Faut que ce soit sûr, faut que ça marche, visible, pour qu'on puisse trouver les infos. Le but c'est ça aussi, faut garder ça en tête, que le but de cette techno, c'était de donner accès aux données au monde entier. C'était ça le but, c'était que la recherche soit accessible à tout le monde. Donner la connaissance aux plus démunis.
On n'y est pas, hein, clairement. Maintenant, il faut payer pour avoir accès aux recherches scientifiques, ce qui est un non-sens. Enfin bref. Il faut que ce soit personnalisable, il faut que ce soit configurable. Le but de la thèse de Fielding, du coup, ça va être de répondre à toutes ces problématiques. Et en fait, on va regarder comment y est arrivé. Alors, si on prend ce schéma ici, on a une vue un peu dessus, trois quarts, je sais pas trop, enfin d'une représentation abstraite, en tout cas, d'une implémentation d'une architecture. Alors, quelle architecture en particulier? Ça pourrait être le web. Le web, il implémente plein de protocoles, et il va aussi implémenter cette espèce de structure, là, cette représentation abstraite qu'on pourrait simplifier. En tout cas, on va la décomposer. Alors, ce machin-là, c'est composé de quoi? C'est composé déjà de composants eux-mêmes, hein. Donc là, c'est toutes les feuilles, si on veut. Donc on a des user agents, navigateurs, proxy, des serveurs, hein, ce genre de trucs. Ensuite, pour les lier, il nous faut des connecteurs. Donc on a HTTP comme moyen de transport idéal. Qu'est-ce qu'on a après? On a des données. On a les images, le texte, voilà, nos ressources, les trucs qu'on va vouloir échanger. Donc ces trois éléments-là, ça pourrait être une description hyper simpliste de ce qu'est une architecture. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même qu'on donne une définition de ça. Je voudrais revenir sur la phrase que j'ai dite il y a quelques slides, qui dit que REST, c'est un style architectural. Parce que REST n'est pas une architecture. Si vous aviez ça en tête, il faut le changer. Imaginez l'application sur laquelle vous travaillez maintenant. Et on va essayer d'en dresser un schéma. Les briques que vous utilisez qui sont le plus proches de la connexion Internet, vous les placez en haut, puis ensuite vous imaginez les autres briques logicielles que vous avez, puis vous les mettez en dessous comme ça. Puis encore une seconde, puis une troisième, puis une quatrième, et puis vous les descendez comme ça. Donc là, vous avez votre représentation verticale, et une architecture, en fait, en ce même sens, c'est une représentation abstraite, cette fois-ci, mais verticale. Alors qu'un style architectural, lui, ça va être une représentation horizontale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois prendre mon schéma et le pencher à 90 degrés, comme ça, là? Pas vraiment. En fait, un style architectural, c'est une abstraction. Pareil, mais qui va exploiter probablement plusieurs architectures. Alors c'est un peu mal dit de dire ça comme ça, mais on va se comprendre après, on va mieux s'entendre après. Qui va sélectionner en tout cas des propriétés, et on va les utiliser de manière répétée, pour former un pattern architectural, et on va retrouver la définition de ce style, en tout cas à travers les différentes contraintes de conception qu'il va s'imposer. Si on devait définir le style de REST, du coup c'est un style architectural pour des applications basées sur un réseau informatique qui va exploiter les mêmes propriétés de l'architecture du World Wide Web. Ok, ça reste très compliqué. Grosso modo, un style architectural comme REST, c'est un jeu de contraintes, architectural, on va garder le mot, qui va définir des rôles et des fonctions à des éléments d'architecture. Et les relations entre elles également au sein de cette architecture, ou en tout cas au sein des architectures qui souhaitent se conformer à ce style. Alors si je vous ai perdu, je vais donner une image encore plus simple. Pensez à une maison, des briques, du mortier, un truc tout carré. Donc là vous avez un style architectural. Maintenant oubliez ça, pensez à des moulures, des ferronneries, du bois par terre, des super colimaçons, voilà. Là on a un deuxième style architectural. Maintenant, pensez à une maison en briques, et puis briques, mortier, carrelage par terre, un truc tout carré, et puis tout en longueur. Donc voilà, tout s'enchaîne, on rentre, salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, chambre, voilà, tout en longueur, voilà, pas d'étage. Et vous avez maintenant une architecture qui utilise un style architectural. Prenez la maison du collègue, et le collègue, il a pareil, briques, mortier et puis carrelage, sauf qu'au rez-de-chaussée, il a juste salon, salle à manger. À l'étage, il va avoir je dis n'importe quoi, mais la cuisine, non peut-être pas, on va mettre au rez-de-chaussée la cuisine quand même. Mais après, on va avoir les chambres, salle de bain, et puis encore à l'étage du dessus, peut-être encore une autre chambre. Voilà, mais cette fois-ci, on est tout en hauteur. Bon, on a le même style architectural, mais par contre, on a une architecture qui est différente.
Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc demain, le collègue gagne des sous, il a gratté au tic-tac là, puis il a gagné 10 000 euros, il fait une extension, et il va rajouter une pièce avec du bois, des moulures, et puis un colimaçon. Bon, bah, cette fois-ci, sa maison, elle a une architecture, qui est la sienne, mais qui va posséder deux styles architecturaux différents. Bah, du coup, il faut voir ça, transposer ça avec REST. REST est un style architectural, et le web va implémenter une architecture qui possède des propriétés de ce style architectural REST. Alors maintenant qu'on a compris ça, on est en droit de se demander quelles sont les contraintes de REST. Qu'est-ce qu'il compose? En fait, toutes celles-ci. On n'a pas le temps, on est déjà à 30 minutes, on n'a pas le temps pour tout couvrir, il faudrait une journée entière. Alors je vais pas toutes les détailler, mais on va essayer d'annoter les acronymes. D'abord on retrouve des contraintes, voilà, en rouge. Et une fois qu'on va les mettre en place et puis les combiner, bah en fait elles vont offrir des propriétés, et ensemble, toutes ces propriétés cumulées, ça va donner le style REST. Alors, ouais, c'est beaucoup d'infos, on va pas les voir aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des workshops, des formations et des livres dédiés. Hein, d'ailleurs, bah, je vais faire un petit coup de pub. Hein, on a un workshop qui est dédié à tout ça bah, la semaine prochaine, en fait. Donc, si ça vous intéresse de voir plus d'infos, bah, n'hésitez pas. Bon, du coup, je vais me concentrer sur les points importants. Hein. Bah, du coup, ce serait le Uniform Interface, tout à gauche, là. Enfin, à droite, du coup, pour vous. Un mécanisme d'URI. Voilà, il faut ça, il faut un mécanisme d'URI pour la simplicité, pour la découvrabilité, pour que ce soit réutilisable, que ce soit indépendant d'un état aussi, hein, donc ça va te permettre d'identifier et puis de retrouver les informations. On va utiliser des méthodes nommées, donc là les fameuses méthodes HTTP, et on va accompagner tout ça avec un système de couches, et le résultat de tout ça, hein, de toute cette suite logique, bah, on va pouvoir le mettre en cache, bah, ou pas d'ailleurs, et qui pourra être partagé ou pas. On va, à la suite de ça, avoir donc ce résultat, hein, ça va être une représentation qui va avoir un usage qui va nous permettre ça va offrir un usage facilité, en tout cas, ça va nous permettre d'accéder à la visibilité, ça va rendre réutilisable tout notre code, ça va pouvoir être mis en cache, ou pas, et ça va surtout ne pas dépendre d'un état. C'est ça qui est hyper important. L'autre intérêt d'avoir une ressource, enfin une représentation d'une ressource, bah c'est qu'en prime, ça permet de masquer et de protéger les structures internes. La représentation que vous offrez à vos utilisateurs, en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'en base, etc., c'est stocké comme ça. Donc ça permet de se protéger un petit peu. Et donc les ressources hein, qu'on manipule, bah, il faut que ce soit des messages qui soient autodescriptifs pour la découvrabilité. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il faut qu'on puisse accéder à l'information, à la suivante, à la précédente, etc. On doit pouvoir se promener d'une à l'autre, on doit pouvoir comprendre les modifications, donc ça, va être le point d'après. Ça va être le 8OAS. D'ailleurs, je l'ai mis à part parce que c'est un des plus importants. Donc 8OAS, c'est Hypertext at the Engine of Application State. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reçois une réponse sans erreur de mon serveur, mais en fait, ça va indiquer, enfin, ça va contenir la représentation de la ressource que j'ai identifiée, de l'URI que j'ai utilisé. Et dans cette représentation, du coup, bah, je vais avoir potentiellement des liens vers soit des nouvelles ressources, ou alors bah, des nouveaux états de mon application. Ça va me donner des liens, donc des nouvelles URI qui vont m'offrir la possibilité de changer l'état de ma représentation. Et si on applique tout ça, là, tout ce qu'on vient de voir, bah, en fait, on aura implémenté le style architectural REST dans votre architecture applicative. Donc vous avez votre architecture applicative qui emprunte le style architectural REST, et probablement qui en emprunte d'autres, parce que si vous avez des actions directes, probablement vous avez utilisé aussi le style architectural RPC à côté, conjointement avec le style architectural REST. Voilà, c'est pas impossible. Et d'ailleurs, probablement que vous utilisez une architecture web de manière générale. Si on devait résumer un peu tout ça, en fait, vous n'utilisez pas une API REST. Une fois que vous avez compris ça, là. En fait, on utilise une API HTTP, dont une partie correspond au style architectural REST.
Alors avec le temps qu'on vient de passer ensemble, est-ce que vous pensez en savoir un peu plus sur Rest? Probablement que oui. Est-ce que pour autant vous connaissez tout de Rest? Probablement que non. Parce que moi-même, j'ai pas encore la connaissance absolue. Mais on a obtenu 2 choses ce soir. On a un peu plus de choses appris sur Rest, hein, mais surtout, vous savez que vous ne savez pas tout, tout en sachant que vous saurez savoir. Et ça, c'est le plus important. Parce que si je reprends le truc de tout à l'heure, là, Dunning-Kruger, et que vous voyez cette courbe, bon là, on vient de faire une grosse chute. Est-ce que pour autant, vous êtes des usurpateurs maintenant? Est-ce que moi, je me sens usurpateur? Ça n'a pas de sens. On savait pas mal de choses et on en sait encore plus. En fait, elle est à l'envers, cette courbe. Voilà. Donc, cette courbe, maintenant, vous allez me faire le plaisir de la faire tourner partout, hein, sur Twitter, sur tous les réseaux, machin, puis on va lui donner un nom, on va donner ça, on va l'appeler... Allez, on va l'appeler la courbe Hébert. Quoi? Ils ont bien appelé Kruger et les trucs, c'est leur nom. Je peux bien faire pareil. Bref, du coup, on va l'appeler la Hébert, et en fait, ça sera votre courbe d'humilité. D'accord? On a progressé, vous avez progressé, et puis avec elle, votre humilité envers vos certitudes, et ben, elle monte. Plus vous apprenez, plus vous avez de l'humilité, c'est tout, c'est comme ça. Puis au bout d'un moment, quand vous arrivez au bout, c'est que vous êtes un expert. Souvent, quand vous êtes un expert, l'humilité, elle s'envole. Voilà, c'est tout. Mais bref, prenez-la à l'envers. Soyez pas un usurpateur, pensez pas que vous ne méritiez pas. C'est l'inverse, vous avez appris. Gagnez en humilité, et vous allez apprendre encore plus après, c'est tout. Bon, je vous remercie pour votre attention. Je vais vous laisser en tout cas en compagnie de Kevin Douglas pour une excellente seconde partie de soirée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis encore connecté toute la soirée en fait. Salut!